C'est pas parce que je suis du Nord que je ne sais pas parler français. Je sais très bien parler français, mais voilà, au niveau d'écriture, ce n'est pas ça. Le problème pour moi, c'est que je ne savais ni lire ni écrire. J'avais un peu de mal dans tout ce qui est dans les matières, les mathématiques, tout ça. Un ordinateur, pour moi, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on va faire, comment on l'utilise. Moi, on m'a proposé de faire la remise à niveau, en fait, pour avoir des bases pour préparer le concours d'aide-soignante, en fait, quoi. Je n'ai jamais su faire une division de ma vie. La formation, on a réussi à la développer par le biais du CLPS à Saint-Brieuc et on allait sur 2 entrées. Donc une entrée professionnelle, puisque l'idée c'est quand même déjà dans un premier temps de professionnaliser nos salariés et aussi qu'ils puissent monter en compétences. Donc on est bien sur cette entrée-là. Et c'est une entrée personnelle, alors qui peut être facilitatrice, cette entrée, pour leur insertion professionnelle future. Et on a aussi d'autres cas où c'est l'employeur, c'est nous, ou des salariés, des managers qui détectent un besoin. Ça peut être par exemple de vouloir faire évoluer un salarié vers un poste avec plus de responsabilités. Et si ce salarié, par exemple, ne sait pas lire et écrire, c'est un handicap dans son évolution. Donc on lui propose de se former pour pouvoir évoluer et accéder à un poste un peu plus valorisant pour lui. À la fin de l'engagement de service civique, on a l'obligation effectivement de réaliser un bilan individuel pour chacun des jeunes. À Unicité, on a pris le parti de délivrer à chacun de nos volontaires une attestation de compétences. C'est un document qui retrace effectivement les projets sur lesquels le volontaire a été mobilisé, les formations dont il a pu bénéficier, l'utilité sociale, l'impact social de son engagement, mais aussi, et peut-être principalement, les 5 compétences majeures qui ont été acquises, développées ou renforcées pendant son service civique. Et ce document est complété d'un petit topo totalement personnalisé, rédigé par le tuteur du jeune et qui décrit l'évolution du jeune à travers son service civique. Alors pendant mon service civique, on m'a proposé de passer le B2I, le brevet d'informatique pour adultes, et la certification CLEA. J'ai passé l'évaluation et validé 4 domaines sur 7. Alors l'ordinateur, je ne l'ai pas considéré comme un ennemi, mais plutôt comme une bête à dompter.
J'ai commencé ces compétences clés avec plaisir, j'étais vraiment très contente de prendre mon sac et puis de prendre le bus, le train, le métro, quelle aventure. Dans la vie professionnelle, je peux aller à la mairie, je peux aller à la préfecture, je peux aller au conseil général, je connais les bureaux, je connais quel directeur on m'a dit, je peux déchiffrer, c'est ce qu'on m'explique pour aller faire. Ça m'a aidé à mon boulot, j'ai pu remonter de salaire aussi parce que bon, tu es obligé de faire des formations pour prouver qu'est-ce que tu veux sur le terrain, mais même sur les formations. Alors, j'ai prouvé qu'est-ce que je voulais. J'ai prouvé aux gens que je travaille et à ma famille aussi. Depuis ma reprise de contact avec la mission locale, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Je vais beaucoup plus vers les autres. Et le service civique m'a permis de me porter volontaire au Créaton pendant les 24 heures du numérique. Chose que je n'aurais pas pu faire avant. Voilà, donc j'aurais pas eu ça, je pense que j'aurais été renfermé, mais ça m'a développé, quoi. Ça m'a permis de parler en groupe, que je ne faisais pas auparavant. Donc ça m'a permis de me remettre à l'aise et confiance en moi. Voilà. Depuis l'obtention de mon permis de conduire, ça a changé les regards des autres, ça a changé aussi au sein de mon travail et ça m'a permis aussi d'évoluer dans mon métier. Eh bien la bête, je l'ai bien domptée quand même, je m'en sors bien. Alors aujourd'hui, cette formation et ce service militaire m'a emmené sur un CDI, un premier CDI dans une société. Et ensuite, je suis parti de cette société. J'ai été embauché directement derrière sur un autre CDI où je suis actuellement. Donc moi, ça m'a permis d'avancer des projets et puis surtout un avenir plus serein pour moi. Le fait de pouvoir mieux m'exprimer rend service autant dans le domaine du travail comme dans ma vie personnelle. Moi qui n'avais jamais ouvert un livre depuis plus de 30 ans, si je peux me permettre. Donc aujourd'hui, si je n'ai plus de bouquins, eh ben, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Voilà, et cette dynamique, nous sommes ici pour en parler. Oui. Bienvenue à ces journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Comme je vais passer la journée avec vous, je me présente. Je m'appelle Nathalie Renou, je suis journaliste à M6. Et au sein d'M6, nous avons une fondation dont je suis également la marraine, une fondation pour les prisons. Vous le savez, le taux d'illettrisme y est plus important que dans l'ensemble de la population. C'est à ce titre que j'ai rencontré les responsables de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et à ce titre aussi que je suis ici aujourd'hui. À mes côtés, Hervé Fernandez, qui est directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et Thierry Lepan, qui en est le président. C'est à vous que je m'adresse d'abord, Thierry Lepan. Vous avez été nommé à ce titre, à ce poste en février 2017. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans l'action menée par l'Agence nationale? N'importe quel micro. Bonjour à toutes et à tous. Je vais répondre bien évidemment à votre question, mais je voulais d'abord vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous la bienvenue pour ces 2 journées de rencontres, que vous soyez salariés de l'État, bénévoles, militants associatifs, élus, chefs d'entreprise. J'en ai croisé 2 ce matin. Bienvenue dans ces journées de rencontres. J'ai commencé ce matin à avoir quelques discussions avec vous. Je vais le poursuivre tout au long de la journée. Il faut que nous soyons en capacité les uns et les autres de profiter de ces rencontres pour échanger à la fois sur les bonnes pratiques, mais en même temps sur nos préoccupations au quotidien. Je sais que les choses sont parfois difficiles, qu'il y a besoin d'enthousiasme pour faire ce que nous faisons les uns et les autres. Et je le fais, y compris en ayant vu ces reportages, ces images, ces femmes et ces hommes qui s'en sortent. Nous en côtoyons au quotidien, et nous savons aussi qu'il y a encore un chantier immense à couvrir si on veut que chacune et chacun puisse être véritablement des citoyennes et des citoyens, à la fois dans leur vie de tous les jours, mais aussi dans l'entreprise. Je voudrais aussi, de manière très, très formelle, mais très amicale, remercier l'ensemble des personnels de l'agence qui ont beaucoup travaillé ces dernières semaines, ces dernières années, sur des sujets qui nous préoccupent.
leur professionnalisme, je pense, est reconnu par chacune et chacun d'entre nous. Elle et il travaillent sous l'autorité de Hervé, qui accomplit cette tâche avec talent depuis de nombreuses années. Et puis je voudrais avoir aussi, parce que je l'ai aperçu à l'écran, et je m'en voudrais de ne pas dire un mot, je voudrais aussi que peut-être nos applaudissements accompagnent un petit message d'amitié à Marie-Thérèse Geffroy, qui a participé à la présidence de notre agence. Et je ne sais pas où elle est aujourd'hui, mais peut-être que si nous applaudissons ensemble et assez fort, elle pourra nous entendre. Voilà. Alors mon investissement sur ces questions date d'il y a quelques années, parce que c'est toujours dans ces cas-là à la fois des rencontres personnelles, des vécus. Bon, moi j'ai eu l'occasion d'écrire dans mon livre comment j'étais venu à me préoccuper de ces questions d'illettrisme dans notre pays. D'abord parce que j'ai été confronté, étant jeune, à la lecture et à l'écriture. J'ai découvert ces sens tard, vers 13 ou 14 ans, le jour où un professeur en lycée professionnel me dit « Tu sais Thierry, tu n'es pas contraint d'écrire avec des boucles, tu peux écrire en lettres bâton. » Voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai découvert les plaisirs de la lecture et de l'écriture. J'écris encore aujourd'hui en lettres bâton, mais j'ai dû rattraper tout le retard, puisque ce qui n'est pas acquis dans les premières années, c'est extrêmement difficile de pouvoir les acquérir au fur et à mesure de sa vie sociale, au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Et puis il se trouve que dans mes activités antérieures, j'ai été membre du Conseil économique et social régional de Basse-Normandie il y a plus de 20 ans. Et un jour, le président de la région est venu me voir en me disant « Thierry, on a un dossier à régler, personne ne veut le prendre. Il s'agit de faire un rapport au Conseil économique et social sur les questions d'illettrisme en Basse-Normandie. » C'était la première fois dans le pays qu'un président de région interpellait le Conseil économique et social pour avoir une vision assez précise de ce que pouvait contenir l'ensemble des difficultés qu'on connaît mieux aujourd'hui. J'avais, comme tout le monde, 6 mois pour rendre mon rapport. J'ai passé en fait 2 ans pour réussir à trouver à la fois des perceptions nouvelles, pouvoir dire les choses, pouvoir mettre des mots. Et puis, j'ai travaillé après particulièrement sur le phénomène de désapprendre, un phénomène qui est aujourd'hui bien connu, mais il y a 20 ans, quand on disait que quelqu'un qui avait appris à lire et à écrire pouvait désapprendre, et que 15 ans ou 20 ans, après avoir obtenu un diplôme de niveau 4 ou de niveau 5, il ne savait plus lire et écrire. La première fois que j'ai écrit ça dans mon rapport, j'ai subi une volée de bois vert de tous les bien-pensants du monde dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, effectivement, on sait que la lecture, l'écriture, c'est pas comme le vélo. Le vélo, une fois qu'on sait en faire, paraît-il, on sait toujours en faire. Et on peut avoir appris et on peut les apprendre. Voilà. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que d'abord j'ai travaillé à la demande du Premier ministre sur un rapport qui devait lui donner des pistes d'évolution de l'ensemble des structures qui aujourd'hui agissent sur les questions de la lecture, de l'écriture et des savoirs de base. À l'issue de ce rapport, le Premier ministre, Manuel Valls à l'époque, mais ça a été confirmé après par Bernard Cazeneuve et aujourd'hui par Édouard Philippe, la création donc d'un délégué interministériel et de confier la responsabilité du GIP au délégué interministériel que je suis. Donc mes 2 préoccupations, c'est à la fois de faire en sorte que l'illettrisme recule durablement dans notre pays, mais aussi de faire en sorte que les questions de pratiques langagières, les questions de lecture et d'écriture, les questions de formation professionnelle puissent être au cœur de notre débat de société. Voilà. Très bien. Alors Hervé Fernandez, on va faire un petit peu le point justement sur la situation de l'illettrisme. Quels sont les chiffres? Quelles sont les avancées aussi? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le phénomène de l'illettrisme a commencé son repli puisque nous disposons d'indications qui nous sont fournies par l'INSEE, l'enquête information et vie quotidienne. Et les résultats de cette enquête ont été rendus publics à peu près au moment où nous avons obtenu le label Grande Cause Nationale, quand les grandes organisations nationales qui fédèrent toutes les associations qui agissent dans ce domaine avec les partenaires sociaux, avec les collectivités, avec les services de l'État, toute la société civile s'est portée candidate pour obtenir ce label Grande Cause Nationale en 2013. Nous disposions des données, 2 500 000 personnes confrontées à cette situation,
un nombre de personnes confrontées à cette situation en repli de 20% par rapport à la première enquête conduite en 2004, 3 100 000 personnes confrontées à l'illettrisme. D'accord, donc on va dans le bon sens. On va dans le bon sens et quand on a eu connaissance de ces résultats, tous les partenaires que nous réunissons à l'agence, parce que l'agence est une structure très petite, toute légère, mais qui a cette particularité qu'elle réunit, qu'elle fédère tous ceux qui peuvent prendre leur part à la résolution de ce problème. Tous ces partenaires ont les meilleures raisons de ne pas s'entendre, mais sur cette question, ils font cause commune, ils se réunissent pour agir ensemble. Et donc l'agence est là pour donner une définition de ce problème de l'illettrisme. On a l'habitude de dire qu'un problème bien défini est un problème à moitié résolu. C'est un des piliers, un des premiers piliers de notre action, de notre méthode de travail, avoir les idées claires sur ce qu'est l'illettrisme, éviter les confusions, nommer ce problème. Nous, on pense que si on ne nomme pas ce problème, on s'interdit de répondre aux enjeux. Ne pas nommer les choses, c'est s'interdire de s'attaquer à ce phénomène. Et donc, on est très attaché à nommer ce problème. Et puis, le deuxième pilier sur lequel on appuie notre méthode de travail, c'est le pilier qui consiste à s'appuyer sur la force collective. Le collectif, pour nous, c'est une force. Et ce collectif, il s'exerce au niveau des pouvoirs publics. Aujourd'hui, dans votre mallette, vous avez un état des lieux de l'action qui est conduite par les différents ministères qui sont membres fondateurs du GIP dans notre Assemblée générale. Et puis, ces initiatives, elles se combinent aussi, elles sont portées, elles sont soutenues par les collectivités, par les entreprises, par les partenaires sociaux. Vous les mettez en œuvre, vous les accompagnez. Et donc, notre rôle, c'est de donner de la lisibilité à toutes ces initiatives. Et puis, le troisième pilier sur lequel nous nous appuyons, c'est l'idée que rien ne remplace l'expérience. Et donc, c'est en diffusant les bonnes pratiques, c'est en mettant à disposition des outils, des méthodes, c'est en prenant appui sur ceux qui ont fait, qui peuvent inspirer ceux qui se demandent comment faire, qu'on arrivera à faire en sorte que l'action, les solutions puissent changer d'échelle. Donc c'est le sens de ces rencontres, pouvoir mettre à disposition les outils, les guides pratiques qui ont été identifiés sur tous les territoires. On est très attaché à cette méthode de travail à l'agence, partir de la réalité. La réalité, ce n'est pas toujours l'idée qu'on se fait de la réalité. La réalité, c'est la réalité. Et donc, on part de ce qu'ont à nous dire ceux qui agissent. On formalise leur démarche, leur méthode, leur tâtonnement, leurs hésitations, leurs réussites, pour mettre à disposition auprès de tous ceux qui souhaitent s'en saisir, des guides pour que l'action se développe. Et puis, on est cette semaine dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'est une vague, un mouvement qu'on a imaginé lorsque la lutte contre l'illettrisme a été déclarée grande cause nationale en 2013. Les pouvoirs publics ont saisi l'instance de concertation dans le domaine de la formation professionnelle pour qu'un cap soit donné à la lutte contre l'illettrisme. Et il y a des orientations stratégiques qui ont été définies, et c'est sur la base de ces orientations que l'agence a été renouvelée et que le projet a été refondu et renouvelé pour cette période. Et parmi les orientations qui étaient données, et c'était aussi une demande de nos partenaires de la société civile, il y avait la volonté de poursuivre cette dynamique d'information, de sensibilisation, parce qu'on n'en a pas fini encore avec l'information et la sensibilisation. Il reste des gens à informer. Est encore sous-estimé, le problème est encore sous-estimé dans la population. Et donc, c'est le sens de ces journées nationales, proposer une information simple avec l'appui des médias, mais aussi et surtout proposer une information de proximité. Et ces 300 manifestations locales qui se tiennent cette semaine, des portes ouvertes, des expositions, des bus itinérants, tout type des petits déjeuners pour des employeurs, tout type de manifestations qu'on place sous une bannière commune et qui permettent de parler de ce problème et qui permettent aussi de faire connaître les solutions de proximité. Parce que c'est important. D'ailleurs, on peut se demander si tous ici, nous sommes en mesure de définir précisément ce qu'est l'illettrisme, ce qu'est une personne en situation d'illettrisme. Vous êtes un public averti, et pourtant, je vous pose quand même la question, c'est à vous que je m'adresse, la salle. I-L-L-E-T-R. Ah non, mesdemoiselles. Illettrisme, 2 T, s'il vous plaît. Bon, ok. I-L-L-E-T-T-R-I-S-M-E. Illettrisme. Mais alors, si je suis en situation d'illettrisme, ça veut dire que je ne sais pas bien lire, compter
Écrire? J'ai honte. Ben alors, ça veut dire que t'es illettré? I, N, L, E, T, T, R, E, E. Espèce d'illettré. Ouais, ça fait mal. Je te traite? Ouais, c'est une insulte. Et pourtant, je suis pas handicapée, hein. Bah, bien sûr que non, t'es pas handicapée. Mais tu es peut-être en situation de handicap. H, A, N, D, I, C, A, P, E, E. Mais alors, si t'es illettré, ça veut dire que t'es manouche? Oh. Les manouches sont pas forcément des illettrés et les illettrés sont pas forcément manouches, hein. Ah ouais, c'est vrai. Les gens font toujours des confusions. Ah, oui. Oui, enfin des amalgames, des salmigondis, des millimélos. Oui, d'accord, ouais. Des confusions. Bon, d'accord, ok. Mais alors, ça veut dire que t'es idiote? Ah. I, D, I, O, T, E. Idiote toi-même. Oh. Ben non, ça n'a rien à voir. Hein? C'est juste que j'ai arrêté l'école trop tôt. Ah bon, parce que t'es allée à l'école? Ah bien sûr. T'as arrêté à quel âge? 11 ans. Pourquoi? Mon père est mort et il a fallu que j'aide à la ferme. Après, j'ai oublié tout ce que j'ai appris. Ben alors, enfin, c'est pas de ta faute, t'as pas de raison d'avoir honte. Oui, mais j'ai tout oublié. Ben, oui, il y en a qui disent aussi les paysans, les ouvriers, les femmes de ménage, les jeunes dans les quartiers, les manouches évidemment, hein. Et puis en gros les feignants, quoi. Les feignants. Merci aux comédiens de l'Échappée Belle de nous montrer aussi ces idées reçues sur l'illettrisme. Hervé Fernandez, comment est-ce qu'on peut lutter contre ces idées reçues, car il y en a hélas encore beaucoup trop à ce sujet? En proposant une information simple sur cette question, en mobilisant l'ensemble des ressources qui sont à notre disposition, en faisant en sorte aussi que l'ensemble des réseaux s'emparent de cette question, en mobilisant les têtes de réseaux, en mettant à disposition cette information lors des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. On a voulu mettre en lumière ce problème. On avait démarré avec la grande cause de 2013, on a poursuivi cet effort, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je crois qu'il faut vraiment dissiper les malentendus. C'est vrai que quand on s'adresse à des personnes qui sont confrontées à l'illettrisme, elles ont toutes en commun d'avoir été scolarisées dans notre pays, donc elles cachent ces difficultés. C'est en ce sens que c'est un problème invisible. Alors c'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas. Et donc on a lancé cette année une campagne que vous avez à l'image qui vise à s'appuyer sur des visages. On a voulu donner un visage à la lutte contre l'illettrisme. Les précédentes éditions des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, on avait mis l'accent sur l'illettrisme dans l'entreprise, on avait mis l'accent sur l'illettrisme et le numérique. Et cette année, on a voulu revenir aux fondamentaux en s'intéressant et en donnant à voir le visage de personnes qui sont confrontées à cette situation et qui ont fait une belle rencontre qui leur a permis de retrouver confiance en leurs capacités, de sortir de cette situation. Les personnes qui sont photographiées ne sont pas des comédiens, elles sont sorties de cette situation d'illettrisme. Et puis cette campagne d'information, de sensibilisation, elle a été utilisée, réutilisée, et puis les associations qui œuvrent tous les jours sur les territoires s'en sont emparées. Et donc voilà, ça donne ce résultat. On leur a proposé de se prendre en photo, de nous envoyer un slogan, et donc on a mis tout ça en forme. On diffuse cette campagne sur les territoires en ce moment. Là, vous avez la campagne qui est diffusée à La Réunion, en créole. Et donc, c'est la campagne nationale. Mais avec cette campagne nationale, il y a aussi la mobilisation locale, les 300 manifestations locales. Donc, concrètement, lorsque l'équipe a eu l'idée de mettre en place ces journées nationales d'action contre l'illettrisme, de les instituer, on ne savait pas trop où on allait. Et là, on est heureux de constater que la mayonnaise a pris, puisqu'il y a beaucoup de manifestations locales. Il y a une couverture presse qui est importante à la télé, sur la presse quotidienne régionale, la presse
national. Et donc, c'est une façon aussi de porter l'information où sont les personnes et leur entourage, de toucher leur entourage. Ce qu'on veut dire, c'est il n'y a pas de fatalité. Ce que veulent dire les partenaires que nous avons réunis et qui ont eu l'idée de cette campagne dans ce qu'on appelle le comité consultatif de l'agence, qui est une sorte d'assemblée générale qui réunit la société civile, c'était il n'y a pas de fatalité, on peut agir, on peut vaincre ce phénomène, on peut le faire reculer. Et puis on souhaitait aussi montrer que c'est souvent le fait d'une belle rencontre, d'une première rencontre qui se passe bien et qu'on a tous à ce titre-là la capacité dans nos domaines professionnels, de vie familiale, associative, eh bien, de parler de ce problème pour délier les langues. Donc les journées nationales, elles se tiennent jusqu'au 15 septembre, du 8 parce que c'est la journée internationale pour l'alphabétisation de l'UNESCO, jusqu'au 15 septembre, et c'est l'occasion de parler de ce phénomène. Alors je voudrais saluer aussi l'engagement, parce que ce travail de coordination est colossal, et le travail de préparation de ces rencontres aussi a été important. Je voudrais saluer l'implication, la motivation de toute l'équipe nationale. Alors certains ne sont pas dans la salle, ils sont à l'accueil, mais avec Eric Nedelec, on souhaitait vraiment saluer l'implication de toute l'équipe. Et cette implication, il faut le reconnaître, elle a pu se mettre en œuvre dans des conditions parfois difficiles. Puisque l'année dernière, une certaine presse annonçait notre disparition, et donc l'équipe a été déstabilisée. Mais on a continué, on a gardé le cap, on a regardé droit devant, puisque nos administrateurs nous avaient fixé un certain nombre d'objectifs. On y a cru, et puis la mobilisation de l'ensemble des partenaires qui sont réunis aujourd'hui a fait qu'on continue à parler de ce problème et à agir à vos côtés et à vous proposer le résultat de ce cycle d'échange des bonnes pratiques qui a été conduit sur les territoires et qui marque une ouverture aussi vers la diffusion plus large de ces guides pour agir. Hervé, vous parliez d'action locale, de territoire, mais il y a aussi une dimension européenne à cette lutte contre l'illettrisme. Oui, effectivement, la Commission européenne suit de près les travaux qui ont lieu en France. On est connecté à un certain nombre d'agences homologues dans d'autres pays de l'Union européenne. Il y avait eu un gros travail qui avait été fait sous l'égide de la princesse Laurentine des Pays-Bas. Marie-Thérèse Geffroy a fait partie de ce groupe d'experts au niveau européen pour fixer un cadre pour le développement des compétences de base. Et la Commission européenne a pris une résolution au mois de décembre dernier visant à ce que chaque pays membre développe des stratégies pour renforcer les compétences de base des personnes peu ou pas qualifiées. Et donc la Commission a souhaité nous adresser un message. On les a invités, mais ils n'ont pas pu être présents. Mais Dana Carmen Bachmann, qui est chef d'unité formation professionnelle à la Commission, a souhaité nous adresser un message vidéo. Mesdames, Messieurs, en tant que chef d'unité pour la formation professionnelle, l'apprentissage et l'éducation des adultes à la Commission européenne, j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation d'Hervé Fernandez à intervenir pour l'ouverture de cette conférence, grand rendez-vous des 4e Journée nationale d'action contre l'illettrisme. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous, mais la Commission européenne est bien représentée aujourd'hui et un rapport assidu des conclusions de l'événement me sera transmis par ma collègue présente sur place. La lutte contre l'illettrisme est un sujet cher à la Commission européenne sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, et en particulier ces derniers mois. En décembre dernier, en effet, une recommandation européenne relative à des parcours de renforcement des compétences a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne. L'élaboration de ce texte législatif a été muée par la volonté de venir en aide aux quelques 63 millions d'Européennes qui éprouvent des difficultés à lire et écrire, mais aussi à faire des calculs simples ou à utiliser un ordinateur. Ces actes quotidiens font appel aux compétences de base que la plupart d'entre nous tenons pour acquises, mais qui, pour certains, sont des réels obstacles à l'intégration sur le marché du travail, la participation à la société et au développement personnel. La France compte 2,5 millions de personnes concernées par l'illettrisme. 21% des adultes en France sont également peu qualifiés et leur taux d'emploi est drastiquement inférieur au reste de la population. Qu'elles occupent
un emploi, qu'elles soient au chômage ou inactives, ces personnes pourront prendre un nouveau départ grâce à ces parcours de renforcement des compétences. Cette nouvelle initiative en 3 étapes, adaptée à chaque situation personnelle et focalisée sur les groupes les plus vulnérables, leur permettra de cartographier et identifier les connaissances et les compétences qu'elles possèdent déjà, de poursuivre des études et des formations adaptées à leurs besoins et, à terme, de progresser vers ou d'acquérir une nouvelle qualification. La France, comme plus d'États membres de l'Union européenne, peut se targuer d'avoir effectué de nombreux avancées dans l'esprit de ces parcours de renforcement des compétences. Les réflexions actuelles sur les synergies entre le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle sont, par exemple, dans la droite lignée de ce que nous proposons en termes d'évaluation des compétences. Un autre exemple, le succès du certificat CLEA, qui montre que les Français sont déjà très avancés en matière de formation adaptée aux moins qualifiés. Sur l'illettrisme en particulier, la Commission européenne suit toujours avec grand intérêt les travaux de l'Agence nationale pour la lutte contre l'illettrisme, acteur incontournable du bien-être des personnes possédant peu de compétences de base. Nous saluons ces efforts, mais il ne s'agit plus désormais d'œuvrer chacun dans son coin pour façonner une pièce du puzzle de la lutte contre l'illettrisme. La vraie valeur ajoutée de ce que nous proposons aujourd'hui est l'adoption d'une approche holistique et articulée à l'égard des plus vulnérables pour les faire revenir à l'apprentissage. Notre objectif est de rendre ces parcours de renforcement de compétences une réalité pour tous. Nous ne pouvons pas envisager de faire ce pas en avant sans votre concours à tous et sans la mobilisation de toutes les parties prenantes aux actions de renforcement de compétences de base. Nous savons bien, et c'est un élément essentiel de la recommandation, qu'une coordination efficace et de solides synergies entre les acteurs, les secteurs et les dispositifs sont essentielles pour mener à bien ce que nous proposons. C'est pourquoi nous vous invitons chaleureusement à soutenir cette initiative et à l'utiliser comme un nouvel outil pour sensibiliser à l'importance de l'acquisition de compétences de base et réfléchir à l'amélioration de l'offre de formation existante, comme vous le faites déjà au quotidien. Le travail effectué en particulier par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme l'année dernière avec l'aide du Fonds social européen, en déployant au niveau régional son forum permanent des pratiques, ainsi que le travail de l'Agence nationale Erasmus+ dans ce domaine, incarne parfaitement la dynamique des parcours du renforcement des compétences, qui vise avant tout à s'appuyer sur les bonnes pratiques existantes pour ne pas réinventer la roue. Nous sommes très enthousiastes ici à Bruxelles à l'idée de découvrir le résultat de tous ces mois de travail et de trouver encore plus d'inspiration dans ce qui se fait de meilleur sur le territoire français en matière de lutte contre l'illettrisme. Je vous souhaite une excellente conférence. Eh bien, merci beaucoup. Merci Thierry Lepant d'être venu ouvrir cette journée. Nous allons maintenant passer à la deuxième séquence de cette matinée, une séquence consacrée à l'information, la sensibilisation. Hervé, je crois que vous restez avec moi. Hein. Ne partez pas comme ça. La mise en confiance pour que les personnes puissent entrer en action. Et pour ça, je vais appeler sur scène Magali Dussour de la Fédération nationale des orthophonistes, Virginie Perrier du FONGECIF PACA, Ingrid Tenglunki de Pôle emploi La Réunion, Aline Leguluche qui elle-même a rencontré une situation d'illettrisme et Stéphanie Abou de l'ANFH, un organisme collecteur de fonds pour la formation de la fonction publique hospitalière qui a été le binôme d'Aline dans cette formation. On va les rejoindre, elles montent sur scène, vous pouvez les applaudir. Tiens, on va emporter des micros avec nous. Alors, je vais commencer par Aline. Aline, je vais résumer votre parcours. Vous avez commencé à travailler très jeune, à l'âge de 15-16 ans. Vous étiez ouvrière dans une entreprise et finalement, vous n'avez plus appliqué ce que vous aviez appris à l'école et vous êtes entrée en situation d'illettrisme. Ensuite, vous êtes rentrée à l'hôpital à l'âge de 28 ans, c'est ce que vous m'expliquiez hier. Et là, au fur et à mesure de votre progression à l'hôpital, eh bien, il a fallu lire des choses. Et au fur et à mesure, on vous a mis aussi des outils dans les mains, comme une tablette, par exemple. Là, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés?
Alors là, les problèmes, ils sont énormes. On a l'impression qu'il faut déplacer des montagnes, apprendre à réécrire sans personne, hein, parce que voilà, on lit, on déchiffre, on remet sur papier en copiant comme un pauvre gosse. Et il faut toujours cacher pour ne pas qu'on se moque, pour pas que les collègues portent des jugements, parce que les gens portent énormément de jugements et ça, c'est terrible. Parce que quelquefois, si on ne sait pas correctement écrire ou lire, on n'est pas pour autant handicapé, on a plein de compétences à côté, on sait faire tout plein de choses. D'ailleurs, vous me disiez, vous, que vous appreniez des choses par cœur, des tas de choses par cœur, justement pour combler votre incapacité à lire. Ça veut dire que vous en avez des compétences. Oui, je faisais beaucoup de travail de mémoire. Voilà, j'apprenais les menus par cœur, tout ce qu'il y avait à faire dans la journée. Voilà, j'aimais bien l'apprendre par cœur pour ne pas faire d'erreurs, les régimes, tout ça. Dans le milieu hospitalier, il y a énormément vous étiez agent de restauration. Voilà. Donc il y a énormément de régimes dans un milieu hospitalier. Donc pour moi, c'était un monde complètement différent que l'usine. Et du coup, oui, j'ai tout appris par cœur. Et voilà. Et puis un jour, eh bien, vous avez rencontré la personne qui vous a aidé. Alors, de maintes et maintes demandes, les années passent et on veut évoluer. Et j'ai toujours fait des courriers à la direction, enfin, fait des courriers, c'est pareil, lorsqu'on fait des fautes d'orthographe, faire un courrier à la direction, ça relève de l'impossible. Donc, il faut toujours demander un coup de main à mes propres enfants. Voilà, je le dis, hein, j'ai demandé à mes enfants de me corriger. Voilà. Et ensuite, voilà, on fait des courriers et ça n'aboutit pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'ouverture pour tout ça. Hein. C'était pas la NFH à Paris n'existait pas. Et un jour, j'ai ma représentante du personnel qui m'appelle et elle me dit « Oh, Aline, venez à mon bureau, j'ai quelque chose pour vous. » Et donc, c'était Madame Milonnet. Et elle m'a mis en relation avec Stéphanie Abou. Et puis depuis lors, on ne s'est plus quitté. Alors Stéphanie, je vais vous passer la parole à vous. Maintenant, vous êtes le binôme d'Aline dans ce long chemin. Quel était le niveau d'Aline d'ailleurs quand vous l'avez rencontrée ? Alors, déjà, je voulais dire que j'étais extrêmement flattée qu'Aline ait pensé à moi, parce que voilà, moi, je suis juste intervenue à ses côtés de façon très ponctuelle. Donc, pour faire la campagne de pub nationale, mais aussi pour venir ici, je me suis interrogée sur les temps qui avaient pu être importants. En fait, Aline, on s'est rencontrés par intermédiaire en 2013, puisqu'elle avait fait une demande de financement, alors de l'équivalent d'un CIF, hein, sur donc notre OPCA. Malheureusement, la prise en charge des types de formations remises à niveau ne faisait pas partie des priorités. Et donc, Aline n'avait pas pu bénéficier d'une prise en charge financière. Donc sa responsable de formation est revenue vers moi en me disant qu'elle avait un agent extrêmement motivé, qui avait de grandes compétences dans son service, qui était apprécié par son équipe, par les patients, qui avait vraiment une volonté de progresser, mais qui était coincé par cette absence de financement. Et puis, donc elle avait eu connaissance de notre dispositif compétences clés pour travailler en établissement de santé. Et donc elle m'a demandé dans quelle mesure Aline pouvait intégrer le dispositif. Donc voilà notre premier temps de rencontre par personne interposée. Donc on m'a décrit une petite dame très motivée qui allait venir, mais avec beaucoup de réticence, passer donc la première étape de notre dispositif, qui est en fait un entretien de positionnement. Alors, sans refaire l'historique du dispositif, il a quelques principes fondamentaux. Donc, évidemment, de travailler sur les situations et documents professionnels, de faire des entretiens de positionnement, en fait, pour juste valider qu'on a déjà des compétences, mais qu'on est là pour les développer, et donc notamment les compétences clés. Donc, toujours d'être sur ce discours de valorisation
Et donc de dire que nos professionnels en établissement ne partent pas de zéro. Donc ça, c'était vraiment un des éléments très très importants. D'avoir ces entretiens de positionnement en amont, en cours de parcours et à la fin, tout simplement pour pouvoir attester de la progression. Et puis de partir sur un dispositif de formation de 60 heures où on intègre des personnes de tous les profils, parce qu'en fait, à la NFH, on ne se préoccupe pas uniquement des illettrés. Oui. Voilà, on a besoin de développer ces compétences clés, on rentre dans le dispositif. Et puis après, quel que soit le profil, l'alchimie de nos formatrices font que chacun des stagiaires peuvent progresser. Et donc, Aline, vous êtes rentrée en formation. Alors juste, je reviens sur le petit temps d'entretien qui a été notre vraie rencontre physique. Ouais. J'ai eu la chance d'accueillir Aline qui était, y compris physiquement, très très réservée, qui se demandait si elle allait réussir ce test. Donc on a eu un premier contact où je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de raison qu'elle ne réussisse pas, puisque c'était juste pour savoir ce qu'elle était déjà capable de faire. Et puis ensuite, on s'est vus toutes les semaines à partir du mois de novembre 2013, donc pendant une vingtaine de semaines consécutives. Aline, c'est un peu notre stagiaire de référence. Vous voulez dire la stagiaire idéale, quoi? Alors, idéal, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de parcours. Chaque parcours est un petit peu idéal pour nous. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a participé au premier groupe interétablissement, donc c'était très important pour nous. Et elle a réussi à rebondir après notre dispositif. Donc au fur et à mesure de nos rencontres devant la machine à café, parce que finalement c'était là qu'on se voyait très régulièrement, je l'ai vue être de plus en plus souriante, me parler de la formation, me dire que c'était super, me dire qu'elle avait acheté un ordinateur pour travailler toute seule, parce que voilà, elle faisait de l'autocorrection. Bon. Voilà, la formation se termine avec quelques regrets, on ne se voyait plus. Aline me disait qu'elle avait fait qu'une partie de son parcours, et puis on s'est un petit peu perdu de vue. Et sa responsable de formation m'a appris quelques temps après qu'elle avait réussi une VAE pour obtenir son CAP restauration. Je crois que ça peut s'applaudir. Donc sur les temps d'accompagnement, moi j'ai vraiment cherché, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a fait en particulier pour accompagner Aline ? Je crois que c'était juste un peu de réassurance, de prendre en compte toutes ces compétences acquises, de s'intéresser à elle et à son parcours, et surtout de lui donner la possibilité d'exprimer tout ce dont elle était capable. Et voilà, je pense qu'on a été qu'un petit grain de sable, mais dans le bon sens du terme, mais que c'est surtout sa volonté, sa capacité à prendre confiance en elle, à dire très clairement que c'était par l'erreur qu'on apprenait, qu'elle n'avait plus peur de se tromper. Ça, c'est quelque chose qu'elle m'a dit très régulièrement. Et puis elle s'est autorisée à oser. Et voilà, donc moi j'ai énormément de respect pour Aline et son parcours, et je me trouve bien petite sur la campagne de sensibilisation. Voilà, j'ai été peut-être un petit temps de rencontre, mais voilà, tout le boulot, c'est clairement elle qui l'a fait. Et voilà, c'est juste un parcours un très très beau parcours. Alors il y a un petit point aussi que je trouve qu'il faut mettre en avant, c'est que Aline, sur ce groupe, c'était un groupe où on intégrait des emplois d'avenir. Et donc on avait une moitié de groupe où on avait des agents qui avaient déjà eu une certaine carrière professionnelle, et puis des jeunes qui venaient là un petit peu en dilettante, en se disant on retourne à l'école, qu'est-ce que je viens faire là ? Et en fait, Aline a été aussi un vrai moteur dans le groupe. Donc on avait une dimension intergénérationnelle, elle a travaillé avec des jeunes qui avaient des projets autour de la restauration. Et voilà, je trouve que ça, c'est aussi un savoir-faire qu'on ne met pas souvent en avant. Et voilà, elle a permis aussi à un certain nombre de jeunes de remettre un peu le pied à l'étrier et puis de se concentrer sur la chance que la formation professionnelle leur donnait pour évoluer. Un dernier mot, Aline. Aujourd'hui, vous en êtes où professionnellement, et puis même dans votre rapport à la lecture, par exemple? Est-ce que vous lisez des livres aujourd'hui? Alors oui, je lis des livres. Oui, je lis des livres.
J'en lis régulièrement. Quelquefois, je suis un peu feignante, mais comme nous tous, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais non, j'aime bien lire. Ça m'évade un peu, ça me fait du bien. Et puis, lorsqu'on lit, on ne perd pas. Si je m'arrête de lire, j'ai peur de perdre. Donc, je lis. Et maintenant, voilà, j'ai un CAP d'hôtellerie et je suis fière de l'avoir, même si à mon âge, ma carrière est derrière moi, plus trop devant. Mais je suis quand même fière d'avoir mon CAP et il n'y a pas d'âge. Hein. Peut-être qu'un jour j'aurai le bac. Je ne vais pas m'arrêter comme ça. C'est tout ce qu'on vous souhaite et vraiment bravo pour ce parcours, ce témoignage aussi qui nous montre ce que c'est que la situation d'illettrisme. C'est du concret. Je vous remercie. Merci beaucoup. Magali Dussour, vous êtes de la Fédération nationale des orthophonistes. À ce titre, vous avez un rapport aux mots, aux enfants notamment qui sont en difficulté avec les mots. De quelle manière est-ce que vous pouvez intervenir, vous, dans cette situation-là? En s'intéressant aussi aux parents de ces enfants, c'est ça, je crois? Voilà, donc effectivement, la Fédération nationale des orthophonistes est impliquée dans la démarche de la lutte contre l'illettrisme depuis fort longtemps, puisqu'elle avait déjà été interpellée dans les travaux préparatoires à la création de l'agence, puisque dans le groupement qui s'appelait le GPLI, on avait déjà été interpellé pour l'aspect d'expertise auprès des formateurs. Donc le lien avec les formateurs existe depuis fort longtemps parce que, pour ceux qui sont formateurs dans la salle, vous savez que toutes les personnes que vous rencontrez n'apprendront pas de la même façon. Donc il y avait déjà eu ce questionnement et nous avons aussi, parallèlement à cet appui auprès des formateurs, travaillé sur nos propres champs d'expérience, à savoir la prévention. Donc dans les études que nous avons faites, nous avions constaté que les enfants, dans les années 80, arrivaient en orthophonie vraiment tardivement, c'est-à-dire vers 7-8 ans, avec des troubles du langage très très marqués qui les empêchaient d'acquérir les savoirs de base de l'école. Donc nous avons fait des recherches et nous avons fait des études et nous avons à ce moment-là développé le concept de dire que la prévention auprès des enfants doit commencer très très précocement. Donc à l'époque on disait 4 ans, maintenant on dit 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc nous avons bataillé fortement pour que soit inscrit dans notre champ de compétences la reconnaissance de la nécessité de prévention. Donc c'est inscrit dans nos compétences. Et nous avons à nouveau bataillé pour que soit inscrit la lutte contre l'illettrisme dans nos compétences. Donc maintenant, fort de ces 2 points, nous avons donc demandé à poursuivre nos travaux et donc nous avons demandé à intégrer l'Agence nationale sur le versant. À l'époque, donc la rencontre que j'avais eue avec Eric Negdelec avait beaucoup porté sur le fait que l'action était portée sur les adultes. Et nous disions, oui, mais il faudrait commencer précocement pour que ces adultes qui sont parents d'enfants petits aient aussi une démarche d'accompagnement d'enfants. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés sur commencer la prévention de la lutte contre l'illettrisme très, très précocement auprès des enfants. Et l'apport de l'agence sur la dynamique de la fédération, ça avait été de dire, ça nous avait ouvert les yeux sur le fait que oui, nous on veut que les enfants soient pris en charge précocement, mais du coup ça nous avait ouvert donc les yeux sur les adultes qui sont auprès de ses parents. Et c'est comme ça que notre binôme en fait a progressé. Et maintenant la démarche dans laquelle nous sommes maintenant, c'est qu'effectivement on cherche à alerter les autres professionnels de santé sur les patients que nous recevons, parce que donc les orthophonistes font partie du monde de la santé, et c'est pour ça que c'est quelquefois un peu compliqué pour nous de naviguer entre le champ médical pur et le champ social, sociétal, qu'est l'illettrisme, parce que l'illettrisme n'est pas une pathologie, ne peut pas être prise en charge par les orthophonistes, ni par le corps médical, mais que donc dans cette frontière, on va dire... il nous faut, nous, interpeller les autres professionnels de santé pour être, et cette campagne, vraiment, c'est un titre parfait, puisque toute rencontre avec, et vous le savez en tant que patient, la rencontre avec un professionnel de santé, quel qu'il soit, s'engage autour d'une rencontre. Et cette rencontre-là est
très importante. Hein. Vous l'avez décrite, vous, nous on l'a décrit aussi. Hein. Le premier rendez-vous, le premier contact qu'on a avec un nouveau patient, c'est là où on sait si la mayonnaise prend ou pas. Et donc maintenant, c'est cette démarche-là qu'il faut que nous, on accélère et qu'on approfondisse sur que faisons-nous pour les parents qui vont nous interpeller, nous, sur « Ah ben c'est bien ce que vous faites pour mon enfant progresse et tout, mais moi aussi j'ai des difficultés. » Et les parents commencent à s'ouvrir à nous. Et voilà ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est vous qui détectez parce que vous sentez qu'au moment de la prise de rendez-vous, les parents n'arrivent pas à noter ou des choses comme ça, ou est-ce que les parents osent parler aussi de leurs difficultés? Voilà, donc il y a effectivement les deux facteurs, c'est-à-dire que comme en orthophonie, les problématiques qui nous font rencontrer les parents sont celles du langage oral, sont celles du langage écrit, de la réussite scolaire, de l'évolution du parcours scolaire. Donc on a effectivement tout ce questionnement. Dans cette relation de confiance, les parents peuvent se confier à nous, mais nous avons aussi l'autre démarche qui fait que nous les repérons. Et alors, nous les repérons, nous commençons à les repérer parce que, pareil, nous avons sensibilisé nos collègues à dire voilà ce que c'est l'illettrisme. Attention, voilà, soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants, soyez attentifs. Et donc, la campagne que nous avons lancée pour ces journées-là, c'est celle-ci, c'est celle du repérage. Et donc, au-delà du repérage, nous, ce qui nous questionnait beaucoup, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai repéré la personne. Si je n'ai rien à lui proposer, autant faire l'autruche et faire comme si de rien n'était. Mais nous sommes bien gênés par les parents, justement, qui nous interpellent pour dire « Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous ?» Et donc là, on se retrouve dans une problématique qui est celle de la prise en charge par l'assurance maladie des soins. C'est que si la personne relève de l'orthophonie parce qu'elle a un trouble spécifique des apprentissages, nous allons pouvoir la prendre en charge, mais si elle n'en relève pas, nous ne pourrons pas. Et à ce moment-là, c'est là où le partenaire, de nouveau, j'insiste vraiment sur ce partenaire de l'agence, est important, c'est que nous devons, et nous allons, et nous avons découvert toutes les structures auxquelles nous pouvons nous référer. Et l'autre binôme sur lequel je voulais insister aussi, qu'il nous faudrait renforcer et qui prend un peu de temps, c'est celui qui peut occasionnellement exister avec les médecins du travail, qui sont pour nous des prescripteurs, parce qu'ils nous envoient certaines personnes en souffrance par rapport justement à la problématique qui a été racontée à l'instant, mais qui ne sont pas forcément toujours très attentifs à cette problématique, malgré tout. Donc il y a d'autres acteurs, comme vous l'avez été vous, à informer, et, afin qu'eux aussi sachent réagir comme vous savez le faire aujourd'hui. Voilà, et donc le numéro vert qui a été créé, que vous connaissez, enfin en tout cas qui figure sur les plaquettes que nous avons élaborées avec l'agence, hein, nous en reparlerons au cours de la carte blanche que je vais animer. Et bien dans cette plaquette, il y a ce numéro vert. Dans la fiche que nous avons faite, il y a ce numéro vert qui, pour nous, est une première approche de dire le professionnel de santé qui est face à quelqu'un en difficulté peut au moins téléphoner à ce numéro, avoir des informations sur le réseau qui existe dans son secteur. Parce qu'en médecine, on travaille beaucoup en réseau de professionnels de santé, et là, il nous faut trouver un nouveau réseau, élargir nos ouvertures vers un réseau qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'il nous faut découvrir. Il vous le faut découvrir parce que comme ça, vous pouvez apporter des solutions, parce que les personnes qui sont en situation d'illettrisme ont du mal à aller elles-mêmes chercher ces solutions. Voilà. Et quand on parle de la rencontre, pour nous, cette rencontre, elle serait vraiment, comment dire, pas inutile, mais si elle est sans suite, c'est vraiment très dommage. Évidemment. Évidemment. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette réponse. Je vais passer maintenant la parole à Virginie Perrier. Vous représentez le FONGECIF PACA, donc organisme de formation, c'est ça? Non. Alors attendez. Si, non, visiblement non. Continuez à parler. Je pense qu'au son, ça va finir. Ah, ça ne fonctionne pas. On va vous donner un micro. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je suis conseillère en mobilité professionnelle pour le Fonds de gestion du congé individuel de formation. D'accord. Donc, c'est un organisme qui est acteur du conseil en évolution professionnelle aux côtés de Pôle emploi, par exemple Cap Emploi. Et donc, nous avons une fonction d'accompagnement des professionnels qui ont des projets de reconversion ou d'évolution et une fonction de financeur de formation.
et par organisme de formation. Oui, d'accord. Pas organisme de formation, mais en tout cas, vous tournez autour de la formation et de l'évolution professionnelle quand même. Tout à fait. Voilà. Et dans ce cadre-là, vous aussi, vous avez été sensibilisé au sujet de l'illettrisme, et je crois que vous avez d'ailleurs fait une rencontre qui vous a particulièrement rendu attentive au sujet. Oui, Vanessa, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, qui est d'origine capverdienne et qui a travaillé au Portugal, travaille depuis quelques années en France en tant qu'agent de service pour un hôtel renommé sur Marseille. Et elle se présente au FONGECIF en rendez-vous individuel après s'être présentée à l'accueil parce qu'elle a envie d'évoluer. Et elle me dit que ses difficultés en français, à l'écrit et à l'oral, freinent largement cette évolution, compliquent ses relations professionnelles et la communication qu'elle peut avoir avec sa hiérarchie et ses collègues de travail. Et donc c'est sur ce point de départ que nous allons travailler ensemble. Donc elle vient fin 2015, en même temps que le FONGECIF PACA organise une professionnalisation de ses équipes sur la sensibilisation à la problématique d'illettrisme. Et donc c'est ce dont je voulais témoigner aujourd'hui, c'est vraiment ces deux éléments qui permettent d'agir correctement face à une situation d'illettrisme, à la fois ce niveau d'information qui nous a été délivré, même si on sait que ça existe, clairement faire appel à des réflexes en termes de communication, à des réflexes en termes d'accueil, qui ne sont pas si évidents dans le rush de nos activités, dans le flot de personnes que nous recevons de tout niveau de qualification et de tout statut. Et en même temps, cette jeune femme qui vient vers nous pour évoluer professionnellement, donc je l'accompagne vers des organismes de formation qui vont lui permettre de se remettre à niveau. Et ce qui a été très déclencheur, en fait, dans ce travail-là, c'est qu'elle revient moins d'un mois après en me disant que ça ne marche pas, que les conseils qui ont été délivrés sont de bonne qualité, peut-être, mais en face d'elle, elle a été confrontée à des personnes qui n'ont pas été suffisamment à l'écoute. Peut-être un problème de formulation de sa demande, peut-être de la part du conseiller, donc de moi, des faux pas, peut-être pas assez de rigueur dans l'accompagnement de départ, malgré la bonne volonté, ça ne suffit pas toujours. Et donc, je reçois donc à nouveau une personne très émue, mais aussi très en colère. Et je crois que c'est sur cette dynamique-là que j'ai eu un déclic et que je me suis dit, bon, très bien, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, de méthodologie dans l'accompagnement de ces personnes. Effectivement, l'empathie est importante. Mais ne suffit pas. Mais ne suffit pas. Et c'est toute l'énergie de cette jeune femme qui, je lui ai dit, mais qui m'a aidée à avoir une compréhension de l'illettrisme plus aboutie. Et alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour elle et est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous vous êtes adapté à son cas? Oui, c'est-à-dire qu'après, effectivement, on est tenu d'avoir des référents en face au sein des organismes de formation, de procéder par un suivi plus rigoureux. Et on est dans un travail collaboratif avec la personne qui avait décidé quand même d'évoluer, qui avait donc cet entrain-là, effectivement, donc il y avait cette facilité, avec la personne en organisme de formation qui doit pratiquer un suivi rigoureux et nous donner des informations. Voilà. C'est vraiment ce travail collaboratif qui a fonctionné avec cette jeune femme. Elle entreprend 6 mois de formation en hors temps de travail, donc ça veut dire négocier avec son employeur un nouveau planning. Ça veut dire s'organiser pour la garde de son jeune fils pour qu'elle puisse faire suivre des cours en français. Et ces éléments-là aussi m'étaient peut-être pas méconnus, mais mal appréhendés. Et la sensibilisation nous fait penser aussi à ça, à l'importance de tout ce qui est autour de l'apprentissage et dont il faut tenir compte. Sinon, on peut effectivement se planter dans cet accompagnement-là. Donc après,
6 mois de formation, cette jeune femme met en place et précise son projet professionnel d'évolution. Elle souhaite aujourd'hui quitter le secteur de l'hôtellerie pour celui de la grande distribution et être employée commerciale, donc un poste qui comprend de l'accueil. Et elle a vraiment évolué en niveau de français, en niveau de... puisque vous le... Alors, les progrès se voient, s'appréhendent assez rapidement, puisque nous échangeons lors de rendez-vous, mais également par mail. Et très vite, j'ai une meilleure compréhension de ses écrits et elle, on sent bien qu'elle prend goût à tout ça. D'ailleurs, je l'ai sollicitée pour qu'elle intervienne sur une vidéo de la NLCLI. Donc, l'équipe m'a proposé de faire témoigner la personne que j'avais accompagnée, puisque j'en avais parlé lors d'une conférence. Et j'ai trouvé assez génial qu'elle prenne vraiment cette expérience comme un challenge pour elle. Et les personnes qui l'ont filmée ont été super, l'ont très bien encadrée. Et le jour de cette vidéo-là, elle continuait à réviser parce qu'elle avait une évaluation à l'AFPA pour l'entrée en formation d'employé commercial. Et les quelques temps qu'elle avait de disponible, il fallait qu'elle révise pour préparer ses tests, donc c'était assez poignant. Là, vous avez eu la chance tout de même d'avoir face à vous, comme avec le cas d'Anine, quelqu'un qui était très volontaire en fait. Ça aide. Oui, très volontaire, et en même temps on se dit qu'un faux pas, une mauvaise rencontre, un accueil qui est défaillant, comme ça a été le cas auparavant pour elle, ça ralentit les démarches et du coup ça peut avoir un impact important, une conséquence importante sur la motivation de la personne. C'est-à-dire qu'après on s'use un peu et on se fatigue. Voilà, on sent bien ça. D'où l'importance d'être formé et clairvoyant sur ce sujet afin d'apporter des réponses adaptées. Moi, ça a été impactant, oui. Je vais passer la parole à Ingrid Teng Longki. Je l'ai bien prononcé ? Très bien. Ah, super. Donc vous êtes à Pôle emploi La Réunion et justement vous avez mis en place un système de formation afin que vous soyez alertés sur le sujet de l'illettrisme. Oui, bonjour à tous. Si vous permettez, avant de répondre sur ce que vous venez de dire, je souhaiterais peut-être présenter la région d'où je viens. Je pense que c'est important de bien situer l'île de la Réunion. Je pense qu'un certain nombre de personnes parmi vous connaissent déjà l'île de la Réunion. Alors, nous sommes situés dans l'océan Indien, nous sommes à 30 minutes de l'île Maurice, environ 3 heures de Madagascar. Et en fait, la Réunion a cette particularité d'être dans l'Europe, mais sur un territoire qui est situé en dehors de l'Europe. Nous sommes en fait une terre de métissage où en fait se rencontrent une multitude de populations, des cultures différentes. Et nous sommes donc une population colorée et métissée. Et la langue en fait de l'administration, de l'enseignement, la langue des médias, c'est le français. Mais nous avons environ 90% de la population qui parle en fait le créole réunionnais, et qui est qui est structuré sur le français et qui est issu en fait de concessions langagières de différents pays migrants. Ce qui ne facilite probablement pas d'ailleurs l'apprentissage, j'imagine. Pardon ? Ce qui ne facilite peut-être pas l'apprentissage. Exactement, voilà, c'est pour ça qu'il est important de préciser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'illettrisme. Et la détection de situations d'illettrisme est très importante pour nous et surtout précieuse, d'une part parce qu'elle participe à l'insertion de la personne, mais aussi parce que tout simplement l'île de la Réunion est aussi une porte d'entrée sur l'Europe. Donc nous sommes, l'agence de Sainte-Clotilde à laquelle je suis rattachée est située en fait sur Saint-Denis, qui est le chef-lieu et qui en fait est la commune la plus peuplée. Et là, nous avons effectivement énormément de personnes qui arrivent de îles avoisinantes, en fait. Donc, et c'est vrai qu'au niveau de l'agence de Sainte-Clotilde, nous avons mis en place une action de sensibilisation à la détection de situations d'illettrisme, tout simplement parce qu'en fait, je suis référente illettrisme depuis 2 ans. Et c'est vrai que pendant 6 mois, j'ai mis en place en fait une action
en vue de connaître un peu ce qu'on appelle l'écosystème externe, les acteurs de territoire qui peuvent en fait intervenir dans la lutte contre l'illettrisme. Et nous avons notamment la région Réunion avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, et les cases à lire qui sont en fait portées par la région Réunion. En fait, la case à lire est un dispositif de la région Réunion où c'est une structure qui permet de renouer avec la lecture et l'écriture au travers en fait, d'outils attractifs, innovants, on va dire. Et tout est parti de là parce qu'en fait, on avait mis en place des actions et on apprend de ses erreurs. Comme dans toute action, nous avons des points d'amélioration, des axes de progrès. Et lors du bilan avec les cases à lire, nous nous sommes rendus compte en fait, qu'il y avait nécessité pour Pôle emploi d'assurer une présence très forte en fait, au niveau de nos partenaires et de ces personnes. Enfin, l'idée n'est pas de mettre en place une action, mais encore faut-il pouvoir la suivre, de mettre un peu d'humanité, on va dire, aussi dans les relations et d'instaurer une relation de confiance qui est très importante en fait, si on veut amener la personne tout doucement vers cette démystification, on va dire, de la lecture et de l'écriture. Et il y avait quelque chose qui était très important, en fait, on s'était rendu compte qu'un grand nombre de nos collègues n'étaient pas en capacité de détecter une situation d'illettrisme. Et pourtant, vos collègues recevaient des gens qui étaient en situation d'illettrisme. Oui, et c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes une population métissée, nous avons énormément de personnes qui arrivent, et c'est vrai qu'il y avait l'amalgame entre français, langue étrangère, mise à niveau, illettrisme, et donc à chaque fois, la question revenait, mais comment on fait pour détecter, comment on fait pour savoir qu'une personne est en situation d'illettrisme ? Et charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Nous avons, avant de mettre en place des actions correctives pour pouvoir en fait mettre en place des parcours dans le cadre notamment de la mutualisation des services, nous avons effectivement mis en place une action de sensibilisation. Et là, la plateforme e-learning de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a été en fait un premier, enfin vraiment un outil de développement de compétences de nos collègues. Et aujourd'hui, à Pôle emploi La Réunion, tous les gens qui reçoivent du public sont formés à la détection de l'illettrisme ? Nous avons effectivement mis en place cette expérimentation fin de l'année dernière. Alors aujourd'hui, en fait, dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle, la détection de situations d'illettrisme, la sensibilisation va être obligatoire, on va mettre en place des ateliers pour pouvoir sensibiliser le reste du collectif. Donc tous les collègues qui reçoivent du public auront cette sensibilisation à partir de l'outil de l'Agence nationale, et les collègues qui en fait assurent le suivi des demandeurs d'emploi dans le cadre d'un portefeuille vont en fait avoir aussi le deuxième module qui dure 1 heure en fait. Donc il est vrai aussi qu'au niveau de Pôle emploi, nous mettons tout en œuvre, en fait, les collègues mettent tout en œuvre au quotidien des actions. En fait, on essaie de faire au mieux pour pouvoir répondre à nos missions de service public. Donc qui est vraiment, en premier lieu, c'est satisfaire les besoins de nos entreprises et satisfaire nos demandeurs d'emploi. En fait, c'est accélérer le retour à l'emploi. Et donc, à tous les niveaux, que ce soit un conseiller de la gestion de droit ou un conseiller entreprise ou tout simplement les conseillers qui œuvrent en fait dans l'ombre au niveau des dossiers administratifs, tous nos collaborateurs, effectivement, œuvrent pour justement accélérer ce retour à l'emploi. Très bien. Et moi, ce que je dirais aussi, c'est que Pôle emploi n'est pas un spécialiste de la lutte contre l'illettrisme. Nous sommes en tout cas un acteur engagé dans cette lutte contre l'illettrisme, toujours dans un souci de progresser vers des actions concrètes en vue de renforcer l'autonomie de ce public pour ensuite insérer, en fait, travailler sur l'insertion professionnelle. Parce qu'en fait, si on ne travaille pas sur cette autonomie, on ne pourra pas avoir de suite cette insertion professionnelle. Donc là, effectivement, on essaie de mettre en place des actions. Travailler sur l'illettrisme, c'est la première étape avant que le reste ne suive. Tout à fait. Alors, vous parliez de l'outil e-learning de la LCI. Hervé, est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est un outil important. Oui, c'est une plateforme très importante, gratuite, ouverte à tous. L'idée, c'est de multiplier les possibilités d'identifier les besoins des personnes et puis de les accompagner vers des solutions en proposant 3 modules, 3 séquences de formation. La première séquence dure 1/4 d'heure. L'idée, c'est d'avoir les idées claires sur les indices qui permettent d'identifier des situations d'illettrisme. Ce module s'adresse au personnel d'accueil des caisses
d'allocation familiale, des mairies, tous ceux qui croisent des personnes, un module de base. Et puis il y a un module aussi qui a été forgé avec, dans le cadre d'un partenariat avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les OPCA, les fonds GESIF aussi, puisque à l'époque l'enjeu c'était d'outiller, et c'est toujours le cas, d'outiller les conseillers en évolution professionnelle pour qu'ils soient à même de bâtir un projet qui prenne en compte des difficultés avec les savoirs de base. Donc un module d'1 heure, comment identifier des indices et proposer un parcours de formation et une solution efficace. Et puis la nouveauté qui est venue d'une demande d'un des administrateurs de l'agence, un OPCA qui siège au conseil d'administration de l'agence, qui nous disait, voilà, vous avez noué depuis un certain temps un partenariat avec Pôle emploi, un partenariat opérationnel pour équiper les conseillers, vous avez noué un partenariat pour les conseillers en évolution professionnelle, mais on aimerait que les chefs d'entreprise, les responsables de formation, les représentants du personnel, les représentants des comités d'entreprise, éventuellement les médecins du travail aussi, disposent d'une formation qui soit très centrée sur le monde du travail. Et c'est le dernier module qu'on met à disposition ces jours-ci, donc qui vise à outiller les professionnels, les chefs d'entreprise, les représentants du personnel et les DRH. On a fait évaluer l'utilisation de cette plateforme. C'est vrai qu'on met en place des projets, mais c'est très important d'évaluer les impacts, les effets. Ceux qui les utilisent nous disent comment ils les ont utilisés. Et donc, on a des retours positifs sur l'utilisation. Mais au-delà de ça, ce qui est très important, c'est de souligner que près de 80% de ceux ou un peu plus de 80% de ceux qui ont suivi ces formations ont changé leur façon de faire, ont changé leur comportement, ont changé leur posture, ont changé leur pratique professionnelle. Et ça, c'est déterminant parce qu'il y a un effet de cliquet, c'est-à-dire quand on a changé sa pratique, on ne revient pas en arrière. Et donc, on peut témoigner aussi de l'importance de cette formation pour ses collègues de travail. De toute façon, on l'a vu avec le témoignage de Virginie qui disait que la bienveillance et la bonne volonté ne suffisaient pas. Et finalement, ce qu'il faut, c'est former à la sensibilisation et puis aussi donner des outils pour amener vers les bonnes formations, c'est ça? C'est ça, c'est offrir une vision claire de ce qu'est l'illettrisme, des indices concrets qui permettent d'identifier des besoins chez une personne et surtout donner les moyens de trouver les mots pour en parler sans être gêné soi-même, sans gêner les personnes. Donc des outils concrets. Cette formation en ligne, elle se fait sur la base de situations très concrètes, de la vie quotidienne pour les premiers modules, de la vie dans l'entreprise pour les autres modules, de situations très concrètes où les utilisateurs, les stagiaires sont amenés à faire des choix, à répondre à des quiz, à se positionner, à choisir des options. Et donc c'est à la fois informer, mais surtout mettre en main des outils pour installer, on le disait tout à l'heure, des réflexes. Faire des bons plis ou installer des réflexes de manière à ce que vous soyez plus à l'aise et dans le confort par rapport à votre activité professionnelle aussi, lorsque vous êtes amené à croiser des personnes confrontées à cette situation. Je voudrais juste poser une question à Aline, qui a été elle-même confrontée à cette situation. Aline, est-ce que vous pensez que les choses pour vous auraient pu changer plus tôt si quelqu'un vous avait repéré plus tôt? Ah oui, tout à fait. J'aurais tant aimé qu'on m'écoute avant, parce que plusieurs fois j'ai tiré des signaux d'alarme. Je voudrais, mais c'était fermé à l'époque. Enfin, ils aidaient surtout si on voulait devenir aide-soignante ou si on voulait progresser dans ce sens. Mais moi, je travaillais à l'hôpital, mais je ne voulais pas devenir aide-soignante, je voulais faire autre chose. Oui, donc, je ne rentrais pas dans le cadre, donc il n'y avait rien. Donc, d'où l'importance, effectivement, d'informer et de former ces publics-là. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais souligner aussi que le partenariat qui a été noué, il a été noué avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, mais aussi et surtout avec l'agence Erasmus+, qui a fait de cette question une priorité et donc qui a accompagné ce projet, qui l'a soutenu et qui permet aujourd'hui de nous garantir un déploiement optimal de cette plateforme. Eh bien, je vous remercie toutes, et Hervé également. Et puis, pour passer à la troisième séquence de cette matinée, je vais rappeler les comédiens d'Échappée Belle qui vont nous montrer comment est-ce qu'on vit l'illettrisme. Bravo à ces témoins. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu boudes?
Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. À l'école, la maîtresse, elle dit que les mères qui aiment leurs enfants, bah, elles leur lisent des histoires. Je peux pas lui lire d'histoire. Je sais pas lire. Bah... Enfin, c'est vrai, je te lis pas d'histoire, mais... Enfin, ça n'a rien à voir avec l'amour. En amour, il faut rien demander et rien quémander. Ne cherche jamais à te faire aimer des gens de la façon dont ils voudraient qu'ils t'aiment. C'est pas ça l'amour. Non, 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 non. Et il faut que tu acceptes que les gens t'aiment à leur manière. Et ma manière à moi, ben, c'est peut-être pas de te lire des histoires, mais c'est peut-être de te tricoter des pulls et des écharpes. Hein? Et puis, des fois, j'en invente des histoires, moi. Mais pas heureuse comme ça. Dis, tu voudrais une autre maman? Tu voudrais une autre maman? Bonjour. Ah, bonjour. Je suis content de vous rencontrer. Donc, vous aviez demandé Oui. à me voir. Alors, je voulais vous voir Oui. à propos de Didier. Oui, en effet, Oui. je vois, oui. Didier, ça fait un petit moment qu'il est dans l'entreprise. Oui, bien sûr. C'est un bon élément quand même. Ah, excellent, il fait très très bien son Oui. travail, j'en suis vraiment très satisfait. Oui. Voilà, alors, c'est pour ça que je vous ai convoqué. J'aurais aimé, enfin, je ne suis pas le seul, hein, lui proposer une formation. Je me dis, ça fait quoi, 20 ans qu'il est dans l'entreprise? On pourrait peut-être lui proposer... Oui, je comprends très bien votre demande. Oui. Bon, vis-à-vis de Didier, il n'y a aucune objection quant à ses compétences professionnelles. Il fait très bien son travail, toute l'équipe est satisfaite. Seulement, offrir une formation à une personne comme Didier coûtera cher à l'entreprise, d'une part. Je ne sais pas si cela rapportera grand-chose à l'entreprise. À Didier, est-ce que ça lui sera utile? Parce que vous le savez, ou vous ne le savez pas peut-être, Didier ne sait ni lire ni écrire. Ah. Il est illettré. Donc, je ne vois pas l'intérêt de lui proposer une formation, alors que nous avons des cadres très valeureux qui mériteraient, eux, une formation et que l'entreprise investisse. Ah oui, ça change tout, là. Non, Bon, je n'étais pas- néanmoins, je vais étudier votre demande et on se revoit prochainement. Peut-être qu'on trouvera une solution. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que ça nous coûte trop d'argent. Non, non, hein. mais je vais étudier tout ça, puis on se revoit très vite. Je compte sur vous. Absolument. Très bien. Merci. Bon. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bonjour, monsieur. Ah oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voulais savoir si j'étais bien à cette adresse-là. Oui, enfin, vous êtes dans la bonne rue. Je suis au bon numéro? Oh non, 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 le numéro que vous cherchez est beaucoup plus bas par Ah, ici. d'accord. Donc, c'est par là. Voilà, il faut que vous alliez Genre. par ici, ce sera sur la D'accord. droite. Bon, bah, très bien, merci. Mais excusez-moi. Oui. Votre rendez-vous, c'est pas aujourd'hui? Oui, je sais. Je sais, monsieur, merci. Bon, au revoir. Au revoir. Bah oui, hein, je fais mon repérage. C'est pas interdit, non? Ah, alors. Eh bien, écoutez, j'ai une très bonne nouvelle parce que nous avons étudié la situation de Didier, nous avons étudié les textes et nous allons enfin pouvoir lui offrir une formation, la formation qu'il mérite, qui lui permettra certainement de s'élever dans la hiérarchie, en tout cas d'acquérir de nouvelles compétences, puisque la loi sur la formation professionnelle du mois de mars 2014, quelque chose comme ça, offre une priorité aux personnes en situation d'illettrisme. Oui, ah, ça c'est une bonne nouvelle, mais nous, alors, qu'est-ce que ça va nous coûter? Enfin, Rien du tout. Oh, c'est formidable. Rien du tout. Ah, c'est Ah oui, c'est le inespéré. financement Ah bah, et- c'est la première fois que ça se voit, que les entreprises ne payent pas.
Ah, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc on va Très y bien. aller avec le sourire, avec enthousiasme, et puis ce sera très bien pour Didier et pour nous. Eh ben, vous Voilà. avez fait un travail excellent. Hein, Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bon, alors, donc Philippe et Anaïk, je vous propose des petites scènes d'administration. Ah, d'accord. Alors, donc tiens, ça, je te donne ça, c'est l'accessoire. Les papiers pour les rendez-vous. Je suis l'agent administratif, on me reconnaît facilement, j'ai un petit truc que je me tourne du cou. Voilà, c'est parti. Salle d'attente. Bonjour madame. Bonjour. Je voulais savoir. Oui. Qu'est-ce que je dois. D'accord. Eh ben, c'est pas très compliqué, vous remplissez, puis vous signez, vous n'oubliez pas de mettre la date. Merci. Merci madame. Oui, bonjour madame. Excusez-moi, Oui. j'ai oublié mes lunettes mais je ne peux pas le remplir, ce papier. Ah d'accord. Vous avez oublié vos lunettes? Oui. Bon bah écoutez, je vais vous rendre ce service. Merci. Je vais le remplir, votre document. Merci madame. Merci. Merci. Ok. Seconde scène. J'ai reçu ça? Bonjour monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon d'abord, il est à l'envers, votre papier. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il va falloir encore que je paye. Ah ben, vous avez mal lu, hein? Parce qu'en fait, c'est nous qui vous devons de l'argent. Vous allez au bureau 63, s'il vous plaît. J'ai mal lu, j'ai mal lu. À toi. Ah. Attention. Ok. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Voilà, on a... elle avait un papier à remplir, apparemment. Oui. Alors, madame, il faut cocher ici. Ah, vous avez oublié de me donner votre numéro de téléphone. Vous avez une adresse email? Oui, non, il faut que je vous dise que son mari est décédé il y a quelques semaines et jusqu'à maintenant, c'était lui qui remplissait les papiers. Alors, bon, moi, je suis son voisin, je peux l'aider, mais ce serait bien que ce soit elle qui le fasse. Oui, vous pouvez l'aider. Oui, bien sûr. Madame, juste, vous signerez ici. D'accord? Oui, d'accord. Très bien. Donc, on remporte le document. Alors, puis on... voilà, hein, et puis vous... On va le faire chez toi. Tu signeras comme madame a dit, et puis on le rapportera, ou tu le rapporteras toute seule. Ah bon? Oui. Non, mais je viendrai. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Bon. Voilà. Merci. Voilà, monsieur. Au revoir, madame. Je vous donne un crayon. Vous avez... Oh bah oui. Non, oui. Bon, oui. T'as pas de stylo chez toi? Bah non, forcément. Voilà. Oui. Bon. Hop. On l'épouse. Merci. Merci. Voilà, alors comment repérer ces situations d'illettrisme? On l'a vu, mais maintenant comment mobiliser les personnes, lever les freins pour mettre en œuvre une formation? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Émilie Georget de la Caravane des 10 mots, Catherine Fornet de la Boîte aux lettres, Monsieur Maki de Toi et Joie, qui est un bailleur social, Laurence Martin de l'APAPP, atelier pédagogique personnalisé, on y reviendra. Alix Soldani du CFA d'Antibes, donc centre de formation des apprentis, et Aline Leguluche qui revient nous voir. Aline, parce qu'on ne peut plus se passer d'elle. Voilà. Alors, donner envie, ça semble essentiel. On a vu des cas où les personnes avaient très envie de se former, étaient très volontaires. Donner envie, Émilie Georget, vous représentez la Caravane des 10 mots. Vous menez un projet sur la langue française. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble quelques images avant d'en parler.
Communiquer, c'est donc utiliser des codes pour s'exprimer, se faire comprendre, échanger avec les autres. Et pour cela, on utilise tous les jours, et sans jamais y penser, un outil très pratique, la langue. La langue ou les langues sont au fondement de notre identité. Et les partager avec sa famille, ses proches ou ses voisins est essentiel. Elles nous permettent d'abord de mettre des mots sur ce qui nous entoure, puis de poser des questions, de s'exprimer et de comprendre les autres. C'est avec elles que nous grandissons. En l'apprenant, on découvre le monde. Bien plus que des phrases ou des mots, la langue devient un outil d'expression et de communication. Un bien commun qui peut pourtant devenir un facteur d'exclusion. Car pour certains d'entre nous, parler, lire ou écrire, c'est se confronter à des problèmes du quotidien. Comment se repérer dans une ville quand on ne maîtrise pas la lecture? Ou effectuer des démarches administratives si on ne sait pas écrire? Ou encore, exprimer précisément ce que l'on pense et oser le faire quand on se sent en difficulté avec la langue française? Et comment construire une société démocratique si nous ne pouvons pas tous prendre part à la vie sociale, politique ou encore associative de l'endroit où l'on vit? L'ensemble de la société est concerné. 7% de la population française est en situation d'illettrisme. D'autres ne se sentent tout simplement pas assez en confiance dans la langue française pour s'exprimer au quotidien et avec tous. Et pourtant, des solutions existent. L'action culturelle permet d'approcher autrement la langue française pour se l'approprier et débloquer certains complexes. La voix, l'écriture, le dessin, toutes les disciplines artistiques sont des occasions pour s'exprimer et échanger. L'artiste agit alors comme un passeur, un médiateur, qui facilite et déclenche l'expression. Car qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, chacun possède son propre imaginaire, riche d'un patrimoine culturel et linguistique, porteur d'histoire et de savoir-faire qui mérite d'être connu. La pratique d'une activité artistique peut devenir un moyen d'expression et de communication, un moyen de lutter contre les stéréotypes et les discriminations, une porte ouvrant sur la richesse et la diversité culturelle que tout être humain porte en lui. Alors Émilie, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles actions mène la Caravane des 10 mots? Alors, la Caravane des 10 mots, c'est donc une association basée à Lyon qui porte un projet culturel sur la langue française et la francophonie. Notre objectif, c'est, à travers un réseau d'artistes, de structures culturelles sur de nombreux territoires, il y a à peu près 10 projets de Caravane des 10 mots en France et une vingtaine d'autres projets disséminés sur tous les continents. Et chacun sur son territoire, les artistes montent des ateliers pour, à travers des disciplines artistiques très variées, pas seulement en lien direct avec la langue comme le seraient les ateliers d'écriture ou de slam, mais aussi à travers la danse, le cirque, les arts plastiques, décomplexer l'approche à la langue française, faciliter l'accès à la parole. Et pour ça, on utilise un dispositif très simple qui est proposé par le ministère de la Culture, qui sont les 10 mots de la langue française. Donc on utilise ces 10 mots comme un fil rouge entre tous les projets, comme un déclencheur, un prétexte pour justement faciliter l'accès à l'expression, faciliter l'accès à la langue. Et dans ce cadre-là, on considère vraiment l'intervention de l'artiste, l'action artistique, ces ateliers, comme des espaces pour faciliter, encore une fois, décomplexer l'approche à la langue, faciliter l'entrée aussi dans des apprentissages, favoriser la prise de confiance des personnes qui participent à ces ateliers. Vous faites le pari que la créativité et le rapport à l'art de manière générale va favoriser l'apprentissage de la lecture. C'est ça, de la lecture et la maîtrise de la langue, on va dire. La maîtrise de la langue de manière générale. Effectivement, on fait le pari que, en déplaçant un peu les postures professionnelles, en se mettant en situation d'atelier artistique, ce qui n'est pas si fréquent dans la vie quotidienne, on va faire appel à des compétences qui sont parfois peu valorisées. L'aisance, l'humour, essayer de déplacer encore une fois un petit peu les regards. Et l'artiste porte un regard différent de celui que portera le travailleur social ou l'enseignant. Pour créer un espace, comme dirait Marie-Christine Bordeaux, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'action culturelle autour de la langue, créer un espace favorable à l'apprentissage. La Caravane des 10 mots ne travaille pas directement
dans les questions de lutte contre l'illettrisme. On le fait aussi bien que dans la lutte contre le décrochage scolaire ou la question de l'acquisition de la langue pour les personnes qui ne parlent pas le français, qui sont en apprentissage de la langue française. Ce n'est pas notre objectif principal, mais c'est un des objectifs dans le sens où justement la personne prend davantage confiance dans ses capacités et se réconcilie avec cette langue avec laquelle on peut avoir des traumatismes. Est-ce que vous avez en tête des exemples précis qui ont bien fonctionné ? Alors, on a effectivement beaucoup de projets. Alors, je pense à plusieurs exemples. Par exemple, à Paris, dans le 12e arrondissement, un centre d'animation porte un projet de caravane des 10 mots et mène des ateliers mixtes entre personnes en situation de handicap et personnes en situation valide autour de disciplines comme la danse ou les arts plastiques. Là, on n'est pas non plus dans une situation directe de lutte contre l'illettrisme, mais on travaille justement sur le lien social, la cohésion, la prise de confiance. Je pense à un autre projet qui est important dans le réseau des caravanes en France, qui est le projet mené en Occitanie, avec le réseau des bibliothèques et le réseau de lecture publique, où là, les porteurs de projets font intervenir soit des auteurs, pour travailler effectivement directement sur la langue, mais aussi d'autres disciplines artistiques, de danse, de théâtre, pour, avec des populations parfois en situation d'illettrisme, faciliter, encore une fois, la prise de parole et cette confiance. Alors, Catherine Forner, vous êtes là pour la boîte aux lettres. C'est un organisme de formation et de lutte contre l'illettrisme dans l'Orne. Et ce discours d'Émilie vous parle parce que vous dites que tout ce qui concerne l'action culturelle, ça aide à entrer dans la lecture. Oui, ça aide à entrer dans la formation, mais ça aide aussi tout au long d'un parcours de formation. Je dirais que les conditions pour qu'un organisme de formation puisse mener des actions dans le domaine de l'accès à la culture pour tous, je dirais, pour moi, il y a vraiment 4 choses qui sont importantes. La première, c'est que déjà, il faut que nous-mêmes et l'ensemble des équipes, on en ait vraiment envie. C'est-à-dire qu'il faut que la culture, ce soit aussi quelque chose qui nous anime. Alors, ça va revenir, le son, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais allez-y, continuez. Qui nous anime, et la première... Ça marche là ? On va changer de micro peut-être. Attendez. Voilà. Hop. La première chose, c'est que pour donner envie, déjà, il faut avoir envie soi-même. L'autre conviction que je voudrais partager avec vous, c'est qu'en termes d'accès à la culture, dans un organisme de formation comme le nôtre, qui travaille essentiellement avec des salariés et des demandeurs d'emploi, eh bien, ce qui est vraiment important et ce que je veux partager avec vous, c'est que dans le domaine de l'accès à la culture, tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se mettre des interdits en disant « Ah ben non, ça, nos stagiaires, c'est pas pour eux » ou tout est possible, mais à une condition, et la condition, c'est de bien préparer les choses et de travailler avec des partenaires. 3 exemples. Nous, on ne pensait pas qu'un jour, nos stagiaires seraient capables de faire des choses comme ça. Nous, on travaille avec le Centre d'art contemporain d'Alençon. Franchement, c'est un centre d'art contemporain avec un grand A et un grand C, quoi. C'est de l'art contemporain. Eh bien, même pas peur. Pendant 1 an, nos stagiaires, ils sont allés voir toutes les expos, les unes après les autres, proposées par le Centre d'art contemporain. Et je fais un peu de pub. Donc après, toujours avec le Centre d'art contemporain, ils ont rédigé un roman photo. Et puis, on le tient à votre disposition. On est ici et il m'en reste quelques exemplaires. C'est rigolo et amusant et bien, donc je me ferai un plaisir de vous en donner. 2e exemple, jamais on n'aurait pensé que ça puisse arriver. Un jour, on a eu deux de nos stagiaires sur la scène de la scène nationale, puisqu'à Alençon, on a une vraie scène nationale, en train de jouer une scène de Roméo et Juliette, parce qu'il y avait une création partagée entre professionnels et amateurs. Et il y a toujours des places pour les stagiaires de la boîte aux lettres. Et on a eu 2 de nos stagiaires dans des duos de Shakespeare sur la scène de la scène nationale d'Alençon. Et puis, parce que là aussi, même pas peur, l'année dernière, avec nos stagiaires, pendant un week-end, on était au Salon du Livre d'Alençon. Un salon du livre, on mesure des personnes en situation d'illettrisme, qu'est-ce qu'ils vont faire dans un salon du livre. Mais nous, ils y tenaient un stand, parce qu'en fait, eux-mêmes, ils avaient réalisé des livres sous la forme de livres-objets, et ils proposaient aux personnes qui venaient visiter le salon du livre, qui venaient rencontrer les écrivains, ils leur proposaient eux aussi de faire des livres-objets. Et la rencontre entre des écrivains et des personnes qui sont en difficulté avec l'écrit, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que les écrivains, ce sont des vraies personnes, et voilà, ce sont des vraies personnes qui écrivent des livres.
Troisième chose, c'est que la clé aussi dans le domaine de l'accès à la culture, c'est le partenariat. On ne fait rien tout seul parce que c'est pas notre domaine d'activité. Nous, c'est vraiment la formation des salariés, des demandeurs d'emploi. Donc, il faut vraiment créer des partenariats. Et le témoignage aussi que je peux donner, c'est que le partenariat avec les personnes du monde de la culture, franchement, c'est facile. C'est pas quelque chose de compliqué. Je vais pas dire qu'ils nous attendent, mais presque. Il suffit d'y aller. Après, trouver des financements, mais c'est pas pour un organisme de formation comme le nôtre, c'est pas ces actions d'accès à la culture qui coûtent le plus cher. Et puis, on est attendu, on est vraiment chouchouté et tout ça se passe bien. Et le quatrième élément, c'est que des actions d'accès à la culture, c'est efficace en termes de formation, y compris en termes de formation, je dis encore, pour des salariés et des demandeurs d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'autour d'une action d'accès à la culture, vous écrivez, vous faites fonctionner un Facebook, et puis vous calculez des budgets, et puis vous organisez des déplacements, et écrire des lettres de motivation, bon, ça va bien, mais au bout d'un moment, ça lasse quand même. Et donc, les actions d'accès à la culture, ça donne un second souffle, et ça mobilise vraiment les personnes, et c'est efficace en termes de formation. Et puis, on en entend beaucoup parler toujours et depuis ce matin en disant une action de lutte contre l'illettrisme, il faut donner confiance aux personnes. Moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est gentil de donner confiance, mais moi, je ne vais pas taper sur l'épaule de mes stagiaires en leur disant, mon gars, il faudrait que tu aies confiance. Eh bien, en termes, là aussi, d'efficacité pour la prise de confiance, l'accès à la culture, c'est fondamental parce qu'avec nos stagiaires, on va dans des lieux où ils ne pensaient pas qu'un jour ils pourraient y aller. Pour des tas de raisons, ils pensaient que ce n'était pas pour eux. Et nous, on dit, si, c'est pour vous. Et d'ailleurs, on va y aller ensemble. Et c'est comme ça qu'il y a des prises de confiance. En clair, vous faites tomber des barrières. Il n'y a pas les cultivés lettrés qui ont droit à l'accès à la culture et puis les autres qui... Alors, je dirais que notre société, déjà, elle sépare beaucoup en termes de logement, en termes d'emploi, etc. Donc, s'il y a un domaine où nous sommes à égalité, où ce qui me fait du bien... Baissez-le un petit peu. S'il y a un domaine où on est à égalité, ce qui me fait du bien peut faire du bien aux autres, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit leur niveau culturel et quelles que soient les études qu'on peut faire, c'est bel et bien le domaine de la culture. Donc, allons-y. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Eh ben, merci beaucoup. Alors, la mise en confiance, elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Il faut aussi que d'autres freins soient levés afin que les formations puissent fonctionner, notamment liées à la mobilité. Alors, Monsieur Maki, vous représentez Toi et Joie, qui est un bailleur social du groupe La Poste, et vous insistez sur le lien social nécessaire pour que les formations qui se mettent en place par la suite fonctionnent. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes de la lutte contre l'illettrisme, nous débutons. Avant toute chose, je voulais juste représenter un petit peu qui nous sommes, qui je suis aussi par la même occasion. Alors, nous sommes une société issue du groupe La Poste qui a été créée en 1957, avec pour objet de loger les postiers en Île-de-France. Aujourd'hui, nous avons 14 000 logements en Île-de-France, sur tout le territoire. Et nous logeons 45% de postiers, qui ne sont pas forcément les personnes les plus concernées, mais qui le sont aussi par les questions d'illettrisme. Et nous avons, en 2011, au sein de Toi et Joie, qui est la société, créé un pôle social, un service social, dont l'objet est d'analyser les difficultés des locataires. L'enjeu étant, pour ces locataires-là, entrer dans le logement social, de garantir leur accès, de garantir leur maintien et de garantir leur logement tout au long, je dirais, de leur vie. On peut rester locataire toute sa vie en logement social. Vous l'avez constaté, les contextes sociaux se sont un peu durcis, les difficultés s'accentuent, des nouvelles populations arrivent. L'objet d'un bailleur social, c'est aussi et surtout de loger les personnes modestes. Voilà, ça c'est le constat.